La lettre de l'acheteur, merci d'être avec nous. Lettre de l'acheteur en partenariat avec place-de-la-bourse.fr, notre mini-magazine consacré aux matières premières agricoles, un marché à surveiller de près. Toutes les infos sont à retrouver sur le site tous les jours. Et parmi ces informations, on peut commencer par la semaine difficile pour le dollar américain qui est reparti ce mercredi en baisse face à l'euro. Le dollar index qui évoluait à son plus bas depuis avril 2018. La veille, la devise américaine avait plongé de 1,21% face à la monnaie européenne. C'était sa pire journée depuis le mois de mars. En cours de séance mercredi, le billet vert qui a atteint 1,21$, son plus bas niveau depuis 2 ans et demi. Le dollar qui est quand même une valeur refuge et qui recule donc face à l'appétit des marchés pour le risque. Il est également un petit peu lesté par les mesures d'assouplissement monétaire de la Fed. Autre information développée sur la lettre de l'acheteur, la France qui cherche à réduire sa dépendance aux importations de soja en provenance d'Amérique du Sud. En ce sens, il faudra augmenter de 40% dans les 2 ans les surfaces agricoles destinées aux plantes riches en protéines, selon le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie. La France et d'autres pays de l'Union européenne importent des millions de tonnes de soja et de farine de soja chaque année, principalement du Brésil et de l'Argentine, afin de nourrir le bétail, ce qui les rend dépendants des prix mondiaux, des relations commerciales ou encore des pratiques environnementales de l'étranger. Objectif donc pour Julien Denormandie, regagner en souveraineté alimentaire. À plus long terme, la France prévoit de doubler d'ici 10 ans la surface totale de ses cultures pour la porter à 2 millions d'hectares, ce qui aiderait à réduire de 10% la dépendance du pays aux importations de protéagineux. Et puis enfin, un mot sur la filière du sucre. Vous le savez, elle a vécu l'une de ses pires années, marquée par plusieurs maladies qui ont touché les champs de betteraves. Face aux baisses de rendement de la filière ainsi que celle de la filière de l'éthanol, les planteurs s'inquiètent surtout des conséquences du Brexit maintenant, puisque la Grande-Bretagne, à elle seule, absorbe 15% de la surface betteravière française via des exportations de 3 à 400 000 tonnes de sucre et de 2 millions d'hectolitres d'éthanol par an vers le Royaume-Uni. Dans une interview au Figaro, le directeur général de la Confédération générale des betteraviers explique attendre de l'Union européenne qu'elle soit extrêmement vigilante sur le risque de réexportation du sucre du Royaume-Uni vers l'Union européenne qui pourrait donc venir déstabiliser le marché français, le marché domestique français. Fin de citation. À suivre, notre interview de Corentin Biardot, ingénieur agronome. On parlera avec lui de la nouvelle politique agricole commune. Notre interview tout de suite et aujourd'hui notre invité est Corentin Biardot, ingénieur agronome qui est en direct avec nous. Bonjour Corentin. Merci d'avoir accepté l'invitation. On va s'intéresser avec vous à cette nouvelle politique agricole commune. Donc quels sont les niveaux, les enjeux environnementaux au niveau européen ? Oui, voilà. Alors, c'est vrai que la réforme de la politique agricole commune qui se profile, elle se place vraiment dans ce contexte-là d'évolution environnementale, en fait, de répondre aux enjeux environnementaux, portés notamment à travers le Green Deal, cet accord, cette proposition de stratégie portée par la Commission européenne pour rendre l'Europe environnementalement soutenable à horizon 2050. On parle donc d'émissions de gaz à effet de serre pour lesquelles l'agriculture contribue à hauteur de 20 à 30% en fonction des États. Et puis également des questions de biodiversité. En effet, on observe un effondrement des populations d'oiseaux, des milieux agricoles, etc. Et donc, il y a vraiment un enjeu pour cette nouvelle programmation de la politique agricole commune à répondre à ces objectifs-là. D'autant plus que la programmation actuelle a été épinglée par la Cour européenne de justice, l'accusant de ne pas se donner les moyens de répondre aux objectifs environnementaux qu'elle se donnait à l'origine. Alors les négociations qui vont fixer comment va évoluer cette PAC, cette nouvelle PAC, elles vont commencer donc ces négociations. Quels sont ces enjeux, quels risquent d'être les difficultés ? Alors, les négociations, elles ont déjà commencé. Donc, la Commission européenne a fait une première proposition de règlement en 2018, suite à quoi il y a eu un ensemble de travaux à la fois au niveau parlementaire et à la fois au niveau des États membres. On a eu un premier accord au niveau du Conseil européen et un second au niveau du Parlement européen en octobre 2020.
Et donc, ce qui se profile aujourd'hui, c'est donc une ambition environnementale effectivement accrue, avec des moyens qui, a priori, seront alloués spécifiquement au paiement de l'environnement. Donc, et rendant obligatoire un certain nombre de critères environnementaux qui jusque-là étaient optionnels. La subtilité qu'il y a sur cette programmation, cette future programmation qui doit rentrer en vigueur en 2023, c'est que la Commission européenne a souhaité donner plus de latitude à chaque État membre pour adapter sa politique agricole aux enjeux propres de son territoire. Donc ça pose des questions assez conséquentes, notamment en matière de distorsion de concurrence, c'est-à-dire que si un État membre doit avoir des conditions environnementales plus fortes, ça va engendrer pour lui des coûts de production plus élevés, et dès lors, les questions de compétitivité de son agriculture pourraient être remises en question. Dès lors, la position française, aujourd'hui, qui est portée notamment par le ministre de l'Agriculture, c'est que cette ambition environnementale, elle soit la même pour tous. Et c'est donc réellement là que se trouve l'enjeu des négociations, c'est de faire en sorte que tous les États membres acceptent une ambition environnementale élevée. On l'a vu tout à l'heure, les enjeux sont vraiment conséquents. On est à un tournant en termes de réchauffement climatique, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, et l'agriculture est à la fois une menace et à la fois une réponse à ces problématiques sociales. Enfin, il y a la question... Pardon, allez-y. Non, je vous écoute. Je m'interrogeais sur ce que vous disiez sur ce futur règlement. Et Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture, tout ce qui est en train de se mettre en place, est-ce que ce futur règlement, parce que c'est quand même un futur règlement, il pourra être mis facilement en place en France? Quelles vont être vraiment les difficultés? Alors, les difficultés, comme je l'ai dit, c'est qu'on ait de façon commune au niveau européen un règlement qui permette... Mais sur notre sol, vraiment au niveau français. Alors, au niveau français, en tant que tel, il y a les questions. Aujourd'hui, on est dans une réforme de l'État qui vise à avoir de moins en moins de fonctionnaires, de moins en moins d'agents sur le terrain. Et dès lors, on va se confronter à une difficulté qui va être d'avoir une PAC qui soit contrôlable facilement, c'est-à-dire que les critères environnementaux qui vont être attendus des agriculteurs puissent être vérifiés facilement sans entraîner une surcharge administrative, une surcharge de paperasse pour ces derniers qui ont d'abord pour mission de produire de l'alimentation et non pas de remplir des papiers. Et de l'autre côté, donc pour l'État, d'arriver à contrôler ces pratiques et tenir compte des enjeux environnementaux de façon, simple. Cette discussion, elle va se mener à la fois avec les organismes professionnels agricoles et puis derrière avec toutes les filières. Puisque pour faire cette transformation environnementale, on a besoin d'avoir des industries en mesure de traiter des produits de qualité environnementale accrue. On a besoin d'avoir un système, un maillage économique, une demande aussi de ces produits qui sont plus vertueux au niveau environnemental. Et dès lors, en fait, c'est tout un ensemble de maillons qui doivent s'aligner pour qu'on puisse réellement porter ces ambitions environnementales qui sont, il faut le rappeler quand même, attendues par les consommateurs, notamment le marché du bio en est un témoin. Et donc, dès lors, voilà. Oui, beaucoup d'enjeux et beaucoup de défis à venir. Donc, merci Corentin Biardot d'avoir été notre invité ce matin. Merci d'avoir répondu à nos questions. À suivre dans un instant, la commo du jour. La commo du jour, tout de suite avec Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day. Bonjour Mathieu, aujourd'hui vous avez sélectionné, pour commencer, le New York Cocoa. Oui, bonjour. Alors, configuration graphique assez intéressante pour le cacao New York. On voit en fait depuis janvier 2018 un très très bel intervalle en fait compris entre 2095 et 2943, grosso modo à peu près 900 intervalle qui est extrêmement bien délimité, que ce soit par sa borne basse ou sa borne haute. On voit deux tests assez rapides et très nets en 2018 et 2020 aux alentours sur la résistance majeure, 3-4 tests sur la borne basse et on voit bien que cette borne basse a été extrêmement bien travaillée, très très bien défendue. On en est déjà grosso modo à 6 zones en fait de travail de ce niveau.
niveau, et à chaque fois des rebonds assez notables. Alors, dernier rebond pendant l'été qui se développe vers la borne haute. Ce qui m'intéresse en fait dans ce rebond, c'est que pour la première fois depuis quand même quelques mois, eh bien, nous avons avec la récente accélération haussière la formation de creux et sommets ascendant. Alors un creux et sommet ascendant, on les voit ici avec le nouveau plus haut local vers 2821. Eh bien c'est le premier signe en fait qu'il faut pour commencer à construire quelque chose qui pourrait permettre une sortie par le haut de cet intervalle. Si on ajoute à ça une moyenne mobile à 200 périodes longues, donc qui commence à se retourner, la pente était baissière, elle est plate et elle commence à devenir haussière. Ça va amener en fait un soutien supplémentaire qui pourrait permettre d'ici quelques semaines, quelques mois, de sortir par le haut de cet intervalle. Ça serait donc le franchissement de 2943 en clôture, quelque chose à surveiller puisqu'on sortirait par le haut d'un intervalle long de quasiment 3 ans. Donc probable forte accélération haussière à venir, 900 d'intervalle à projeter, donc grosso modo 3800 à viser. Si ça va de pair avec effectivement un événement quelconque, la production de cacao c'est très localisé, il y a 2 pays qui sont majoritairement producteurs, je sais pas, une mauvaise récolte, un coup d'état, que sais-je, eh bien on aurait un mouvement extrêmement violent à venir, donc à surveiller, attention à une accélération haussière. Et ensuite Mathieu, on s'intéresse au canola. Alors le canola, on en avait déjà parlé, c'est un mouvement haussier particulièrement remarquable et puissant. Un petit peu comme le cacao que l'on vient de voir, eh bien les cours sont là aussi sortis d'intervalles successifs. Le premier, vous le voyez, c'était en juillet de cette année, un petit intervalle entre 435 et 480. Très belle accélération haussière. Le second intervalle, eh bien c'est un peu plus récent, avec le débordement de 540. Vous voyez là l'intervalle, c'était 435, la même borne basse, et 540, la borne haute, qui avait été travaillée en 2015, 2016, 2017, 2018. Donc signal haussier très fort. Et c'est un petit peu quelque chose comme ça que j'essaye de reproduire sur le cacao et qui là se reproduit très nettement sur le canola. Le mouvement haussier est remarquable de puissance et d'accélération. Chaque petit retour permet de construire des polarités. Dernier support de très court terme 573, résistance 601. A priori, la projection de l'intervalle nous envoie jusqu'à 650. Le mouvement n'est donc a priori pas fini sur le canola. On a encore du potentiel de hausse. Alors, est-ce qu'on ira immédiatement ou est-ce qu'il faudra prendre le temps de refaire une petite consolidation intermédiaire? Ça, c'est un peu plus compliqué puisque le mouvement est très tendu. Enfin, déjà, première chose, c'est si j'ai du canola, j'attends pour le vendre puisque le mouvement haussier, il y en a encore devant nous, il y a encore du potentiel. Si je veux du canola, si je n'en ai pas, il faut essayer de l'acheter sur tout repli, d'acheter tout pullback. Idéalement, on revient vers 540, c'est un cadeau qui est offert pour les acheteurs. Un mouvement haussier remarquable de puissance sur le marché européen. On a le colza qui suit un petit peu la même tendance. Ce sont 2 actifs très similaires. C'était la commo du jour. Merci Mathieu Driol. À suivre dans un instant le JT de Vue d'ailleurs. Merci d'avoir été avec nous pour la lettre de l'acheteur.